La vidéo que vous regardez actuellement aurait dû sortir il y a au moins 2 mois, Pour plusieurs raisons qui seront évoquées d'ici quelques secondes, nos équipes, donc moi en fait, ont pris du retard sur celle-ci. Nous ne sommes pas pour autant désolés de ce retard car nous ne vous devons rien, si ce n'est la gratitude pour le soutien que vous nous donnez. Au-delà de ça, je vous pisse au cul. La direction, donc moi en fait. Volte-moi en tout petit mec, pour faire des sous, faut qu'on se dise what. Bon, ça fait presque 1 an que j'essaie de trouver un format. Et il y a 1 mois, peut-être 2 mois, j'ai commencé à travailler sur un projet. Au départ, je voulais travailler sur l'esprit critique. J'avais écrit, vraiment par paragraphe, t'as vu, bien organisé. J'avais tourné, presque fini de monter la vidéo, mais il y a eu des événements d'ordre audiophoniques qui sont venus Ça m'en manque l'odeur de ta culotte SB. perturber mon travail. D'abord, il y a eu l'album de Damso, qui est en quelque sorte un avant-goût de son projet en 2025. Zahma les sons qu'il a pas mis dans le projet, en gros, il a sorti ses poubelles et nous les a données. Du coup, moi, j'ai écouté les poubelles en l'occurrence et j'ai pas compris. Puis ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu SCH, qui a clôturé la trilogie des Julius avec son dernier chapitre, là, Julius 3. Et j'ai pas compris. Puis après, il y a eu le frérot Solomondo avec Grey, qu'ils ont sorti Jeune Basquiat. Cette fois, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah, il va m'éclairer, le frérot, tu vois. À mon avis, là, je vais toucher quelque chose qui me parle. Et j'ai pas compris. Non, je commençais à me dire que c'était moi le problème en fait. Je me suis dit, je deviens trop rigide dans ma façon de voir les choses. Peut-être que je suis devenu un vieux con, tu vois, je suis devenu un vieux réac de merde, tu vois. Je baise la mère de Bardella. Je suis peut-être un négationniste ou peut-être un raciste. Qui sait? Je sais pas. Du coup, de peur de sombrer dans le fascisme le plus profond et le plus obscurantiste, J'ai retrouvé Greg. je suis parti réécouter ses projets avec un regard neuf, en essayant de dépasser mes préjugés. Et j'ai pas compris. Et du coup, j'ai essayé de continuer ma vidéo tant bien que mal, tu vois, fallait que je la finisse. Mais ça persistait dans ma tête. J'ai pas compris. Sur les réseaux, je voyais le public encenser SCH. Zarma, c'est le meilleur rappeur de tous les temps. Il est au top de sa carrière, à son paroxysme, il embrasse ses influences. Un toxico. Damso, il nous joue les artistes incompris en interview. Zarma, c'est le maître du vent, je sais pas quoi, Tmenik. Ouais, enfin, ouais, c'est un peu Des fois, il veut pas parler pour laisser les gens parler, respecter à leur juste. J'ai pas compris. Lui, je comprends rien. Vraiment, lui, c'est fou. Arrête la drogue! Et après, il y a eu quoi? Il y a eu Booba sur CKO. Ouais, moi je dis CKO puisque CKO, smahli, mais si je le dis, je suis obligé de faire un accent de PD. J'ai pas dit le P-word. Non, je parlais de la police départementale. Rien à voir. Et du coup, il y a eu Booba sur CKO là qui nous a fait le directeur artistique de tout le rap français. Tu me prends pour un fou. Mais moi, je joue aux échecs. Zarma, lui, c'est le directeur artistique du game depuis 30 ans, genre. J'ai eu une illumination. J'ai ouvert Adobe Premiere Pro. J'ai fait un clic droit sur la vidéo que j'étais en train de terminer. Je l'ai supprimé et j'ai tout recommencé à zéro. Et tout ça pour tenter de répondre à une question qui me nique le cerveau depuis presque 2 mois maintenant. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre l'art ou... En vrai, bien sûr qu'on peut comprendre l'art. Il y a des éléments factuels qui permettent d'analyser une œuvre. On peut décoder son message, comprendre les méthodes employées, replacer l'œuvre dans son contexte historique. Et tout ça nous donne une grille de lecture pour interpréter ce que l'artiste a voulu transmettre. Mais en vrai, est-ce que cela suffit? Oh, Zarma, monsieur. Est-ce que le fait de connaître ces éléments nous permet vraiment de comprendre l'œuvre? Y'a que l'artiste qui sait pourquoi il a fait cette œuvre. Il est connu le mec qui fait ça? Et l'artiste, c'est pas lui le seul à détenir le véritable sens de son travail au final. Je vous avoue, ça fait beaucoup de questions et en plus je vais même pas y répondre à ces questions, mais bon, au lieu d'essayer d'y répondre, on va creuser ces questions et voir jusqu'à où elles nous mènent, d'accord? Et justement, vu qu'on parle d'art, on va prendre le sujet. Vous l'avez pas, non mais je sais que vous l'avez pas, arrêtez de chercher, vous l'avez pas. C'est le David de Michel-Ange, c'est lui là. Souvent considéré comme le chef-d'œuvre ultime, cette sculpture est un symbole de la Renaissance. C'est une des œuvres les plus emblématiques de tous les temps. Pourtant, avant de devenir le fantasme de toute la communauté mascu/stoïcienne/ homme libre se suffit à lui-même de TikTok, Elle est partie. Et permettez-moi de deviner que vous vous sentez brisé, perdu et impuissant. T'es un barjot, là, mec! le David n'était qu'un bloc de marbre. Un énorme bloc de marbre de plus de 5 mètres de haut abandonné depuis 40 ans dans la cour de l'opéra del Duomo. Et pourquoi est-ce que ce bloc squatte depuis 40 ans la cour de l'opéra? Simplement parce que les gens n'en voulaient pas. Il était jugé trop grand, trop étroit et trop compliqué à travailler. Mais le frérot Michel, et qui est Michelangelo, du haut de ses 26 ans, il va accepter la commande et il va transformer cet énorme caillou négligé en une sculpture d'une précision extraordinaire.
les côtes, les artères, les veines sur les mains, la légère disproportion des membres pensée pour s'adapter au point de vue du spectateur. Chaque détail est calculé avec une minutie. T'as les fils de pute. Tu as vraiment... Tu vois, si c'était pas la représentation d'un prophète, j'aurais dit subhanallah, mais en l'occurrence, là c'est un peu compliqué. C'est pas le premier David à être représenté nu. Par exemple, le David de Donatello qu'on voit ici, il présente David comme étant un jeune homme androgyne un peu efféminé et... Attends, il y a des seins? David, il y a des seins? Non, c'est vraiment déniqué, voilà, les artistes de la Renaissance, c'est un Du coup, Michel-Ange, il prend une direction complètement opposée. Déjà, son David, il est viril, puissant, pensif. Et contrairement à d'habitude, il n'est pas représenté vainqueur du combat contre Goliath. Le fameux combat contre David et Goliath, quand même, vous avez la référence, j'ai pas besoin de vous expliquer. Quand même, allez taper sur Google sinon. David, Goliath, t'as capté. Mais là, Michel-Ange nous montre David en train d'envisager ce combat. Le David qu'on voit, il n'a pas encore battu Goliath. Et regardez le regard du héros. Il est déterminé, le bâtard. Alors oui, le David est un chef-d'œuvre, mais pourquoi exactement? Est-ce que c'est la prouesse technique dont a fait preuve Michel-Ange qui en fait un chef-d'œuvre? Ou bien c'est le fait de reconnaître cette prouesse qui en fait un chef-d'œuvre? Et là vous vous dites, ouais, il commence à nous casser les couilles avec toutes ces questions, mais c'est une vraie question en vrai, c'est une vraie question. Michel-Ange considérait-il le David comme une œuvre purement artistique ou bien comme une commande prestigieuse de l'opéra de Florence? C'est pas pareil quand même, c'est très différent. C'est pas comme s'il était pas hyper talentueux, des sculptures aussi précises, il en a réalisé plein. Peut-être que pour lui, c'était juste un défi technique. Du coup, chef-d'œuvre artistique ou prouesse technique? Ou les deux? Quand on analyse une œuvre, est-ce qu'on cherche à comprendre le ressenti de l'artiste ou bien le nôtre? Là, tu ressens quoi par exemple? Ça, c'est un chiotte. Bah, c'est un toilette. Bah, c'est un urinoir. Retourné. Sur lequel on a écrit Hermout et l'année 1917. Mais c'est surtout La Fontaine, l'une des œuvres, si ce n'est l'œuvre la plus connue de Marcel Duchamp. Bon, on est tous d'accord pour dire qu'un urinoir en porcelaine n'est pas une œuvre d'art. Et même si on reconnaît la beauté de l'œuvre en se forçant un peu, on peut pas considérer ça comme une œuvre car l'artiste n'a même pas confectionné cet urinoir. Il a été acheté dans la salle d'exposition d'un certain Jordan Lawrence Mott à Manhattan, qui serait lui-même un inventeur mais surtout un industriel américain. Donc cet objet n'a rien d'artistique au départ. Il n'est que fonctionnel et si on doit attribuer le mérite à quelqu'un, c'est au frérot Jordan et encore. Mais laissez-moi essayer de vous faire changer d'avis sur cet urinoir. Marcel Duchamp, qu'on va appeler ici Marcel parce que c'est mon sahab aussi un petit peu. En 1912, il vient de finir cette toile. Ça, c'est le nu descendant les escaliers. Numéro 2. J'avoue, le titre et l'image, ils collent pas trop ensemble. Mais peut-être que si je te montre cette image, puis après je te montre cette image, normalement, tu captes un peu plus le délire. Ou c'est moi qui fume trop de joints, mais je suis pas seul à fumer des joints, parce qu'il y a plein de gens qui voient la même chose que moi. Après, frère, j'ai pas sorti ça de mon cul non plus, frère. Je fais des recherches, c'est un minimum. T'as le droit de pas être d'accord avec ça, mais... Allez, ça se voit, frère, que c'est des meufs qui descendent les escaliers. De quoi? Le lien avec La Fontaine. Mais nique ta mère, non, laisse-moi gérer ma vidéo, non, je vais y venir, tonton. On parlait de quoi? On parlait de... Ouais, Marcel et les meufs qui descendent les escaliers à poil, là. Lui, il va vouloir présenter son œuvre au Salon des Indépendants à Paris. Mais les mecs du salon, autrement dit le comité de placement, composé entre autres de Glaise, Jean Metzinger, Henri Le Fauconnier et Fernand Le Léger, je sais pas c'est qui, mais ils ont tous des noms de fils de pute. Assaut, ils vont dire non. Zarma, l'œuvre, elle correspond pas au canon esthétique du cubisme. J'ai pas compris la phrase non plus, mais c'est écrit ça sur Wikipédia. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'au final, en 1913, il finira par l'exposer aux États-Unis. Et c'est justement là-bas que La Fontaine va naître. Bah, pas genre de La Fontaine, mais La Fontaine Zarma, l'urinoir, t'as capté. Mais en 1917, le frérot Marcel, il est membre de la Société des artistes indépendants de New York. Du coup, c'est un peu l'équivalent des artistes indépendants de Paris, sauf que là, c'est à New York. Du coup, on dit The Society of Independent Artists, la SIA, Zarma, t'as capté. Et là, ce qui est halal, c'est que le premier salon de la société, il va avoir lieu. Et il autorise tout membre à exposer ce qu'ils veulent en échange d'une cotisation de $6. Aucun artiste, il peut être refusé. Même sous critères, ah c'est pas beau, non, c'est accepté. Et là, Duchamp, il s'est dit quoi? Il dit, on va voir si les Américains, ils sont cons. Non, je pense pas qu'il s'est dit ça, je pense qu'il s'est plus dit une phrase du genre, on va voir si les Américains, ils sont vraiment ouverts d'esprit. Et lors d'une exposition de la J.L. Mott Iron Work du frérot Jordan Lawrence, dont on a parlé tout à l'heure, là-bas, il va acheter ce fameux urinoir. Il va le retourner, il va mettre un R et Mott à côté, bah, Richard Mott, en référence à Mott, J.L. Mott, qui est l'entreprise qui a confectionné l'urinoir au départ. Et aussi parce que Mott, ça veut dire crétin en anglais.
il veut... Tu vois, il met des indices quand même, il te met des indices. Et là, il va proposer à la SIA, زعما la Society Independent Artists de New York, ils vont pas le présenter. Mais le frérot Marcel, il est malin. Quand il va apprendre que l'urinoir de Richard Mutt n'a pas été présenté, lui, il va démissionner. Mais il va pas dévoiler son lien directement avec Richard Mutt. Les gens savent pas que Marcel Duchamp, c'est lui, Richard Mutt. T'as capté? Pour les gens, Marcel Duchamp, c'est Marcel, il pèse. Et Richard, c'est un kharaï. Il est venu nous proposer un urinoir et son urinoir, il pue la merde. C'est un fou, Richard. Mais le frérot Marcel, qui est extrêmement malin, il a pas juste démissionné. Il a monté un journal satirique avec 2 collègues à lui, Henri-Pierre Rocher et Béatrice Wood. Je sais pas c'est qui ces gens, mais ils ont l'air là. Le journal satirique, ils vont l'appeler The Blind Man. The Blind Man. The Blind Man. The Blind Man. M-A-N. Et au sein de ce journal, ils vont publier de manière anonyme un article du nom de The Richard Mutt Cave, visant à défendre l'œuvre de Richard Mutt. Et l'article, il est... What? Ils disent que tout artiste qui paie $6 peut exposer. Monsieur Richard Mutt a envoyé une fontaine. Sans discussion, cet objet a disparu et ne fut jamais exposé. Quelles étaient les raisons de refuser la fontaine de Monsieur Mutt? Certains ont soutenu qu'elle était immorale, vulgaire. D'autres que c'était du démarquage, un simple instrument de plomberie. Mais la fontaine de Monsieur Mutt n'est pas immorale, c'est absurde. Pas plus qu'une baignoire n'est immorale. C'est un meuble que l'on voit chaque jour dans les vitrines des marchands de sanitaires. Que Monsieur Mutt ait ou non fabriqué la fontaine de ses propres mains est sans aucune importance. Il l'a choisi. Il a pris un article commun, l'a disposé de sorte que son usage ordinaire disparaisse sous le nouveau titre et le nouveau point de vue qu'il a créé. Il a créé un nouvel objet, une idée. Quant à l'accusation de plomberie, elle est absurde. Les seules œuvres d'art que l'Amérique a données, ce sont sa plomberie et ses ponts. Je sais pas pour vous, hein, mais moi, juste à la lecture de ce texte, j'ai changé mon avis sur le fait que la fontaine soit une œuvre ou pas. Pourtant, je suis toujours d'accord avec le fait qu'un urinoir, c'est pas une œuvre. Hein. En fait, l'œuvre de Duchamp, c'est pas d'avoir proposé un urinoir. C'est d'avoir fait signer cet urinoir du nom d'un artiste imaginaire, de préparer une mise en scène à grande échelle afin de créer quelque chose qui dépasse l'œuvre. On pourrait se dire, ouais, bon, c'est une expérience sociale, quoi, c'est pas vraiment de l'art, mais non! C'est pas une expérience sociale, frère. Le David de Michel-Ange, c'est un chef-d'œuvre parce qu'on projette notre légitimité vis-à-vis de l'œuvre. À part si t'es un putain de tailleur de pierre, il y a peu de chances pour que le travail qui a été effectué sur le David par Michel-Ange te semble accessible. Donc forcément, tu vas respecter la prouesse parce que toi, tu vas te dire, frère, je pourrais pas faire ça. Mais pour Michel-Ange, le David, c'est qu'une commande prestigieuse. Le fait de commander un prophète nu, c'est pas de sa décision au départ, tu vois. Puis au-delà de ça, il ne bouleverse rien, si ce n'est par sa technique. Il embrasse les codes de son époque et il répond à la demande. Même si le nu a pu offusquer quelques-uns de ses contemporains, il a quand même répondu à la demande et c'est le propre d'un produit. Duchamp utilise la fontaine pour défier les règles d'une institution, mais aussi les règles de l'art, en ouvrant le débat sur un sujet qui va révolutionner la vision de l'art sur les décennies à venir. Du coup, la démarche de Duchamp, elle est purement artistique, de A à Z, pour que l'art soit reconnu. Il doit s'inscrire dans une réalité reconnaissable. Il lui faut un contexte pour être reconnu, qu'il soit culturel, temporel, psychique. Il faut pouvoir projeter sa propre vision sur l'œuvre. Par exemple, quand Jay-Z et Marina Abramovic ils font une perf à deux, que Jay-Z chante devant elle, bref, tu projettes que dalle, parce que déjà tu comprends pas ce qu'ils font. Toi tu vois juste Jay-Z en train de rapper devant une meuf qui fait grave flipper. En vrai, il y a plusieurs raisons qui font que tu projettes que dalle dessus, parce que déjà, il n'y a pas d'explication. La seconde, c'est que tout le monde s'en bat les couilles. Et surtout, ça n'aboutit à rien. Ça ne s'inscrit dans rien. Historiquement, culturellement, il n'y a pas de chose qui fait que tu peux te reconnaître dans l'œuvre. Mais du coup, pour revenir un peu sur le David de Michel-Ange et la fontaine de Marcel Duchamp, il y aurait 2 manières d'appréhender une œuvre. L'analyse et le ressenti. Et ces 2 manières, elles seraient soumises à notre point de vue. Lui-même soumis à notre environnement. Donc finalement, est-ce que c'est le public qui donne un sens à une œuvre ou c'est l'artiste qui le donne? Et si c'est le public, dans ce cas, l'artiste et le fait de faire des choix artistiques, ça a plus aucun intérêt, non? Et si c'est l'artiste, du coup, le fait que le public veuille comprendre son œuvre, c'est pas essayer d'étouffer la vision de l'artiste? Bon, le problème c'est que j'ai toujours envie de tout comprendre, mais au moins on a ouvert la boîte de Pandore, tu vois, il y a plein de questions qui vont nous permettre de faire plein de vidéos. Mais après, tu vois, ce qui est chiant avec l'art, c'est que c'est un peu comme les souris ou les grenouilles de laboratoire, tu vois, tu la dissèques, tu comprends mieux comment elle marche, mais elle est morte.